Bonjour, aujourd'hui, nous recevons M. Guy Bourassa, qui est le président de Nemaska Lithium. On a déjà eu des compagnies de lithium ici, mais je pense qu'on a quelque chose de nouveau avec Nemaska Lithium. Premièrement, comme vous pouvez voir le graphique à l'écran, le titre est dans ses meilleurs volumes de son histoire. La tendance est fortement à la hausse. Le titre tient le coup. On rencontre immédiatement M. Bourassa. M. Bourassa, bonjour. Bonjour. Si je ne me trompe pas, vous avez eu un financement qui s'est terminé le 14 juillet? Non. Que j'ai ça ici quelque part. Vous avez fait un financement dernièrement? Oui, effectivement, au mois de mai. Au mois de mai. Oh, je me trompais de date. Bon. Et puis, le titre n'a pas trop souffert de ça. Il ne s'est même pas corrigé sur la dilution. Puis là, maintenant, vous êtes en feu. On a vu avant aujourd'hui des compagnies de lithium, on en a parlé tantôt durant l'émission, les titres ont eu quand même de la misère. Vous avez une approche différente. Premièrement, votre approvisionnement, il se trouve à la baie James. Oui, au nord de Chibougamau. Au nord de Chibougamau, ouais. Combien loin? À peu près 300 km au nord de Chibougamau, par la route du Nord. Par la route du Nord, pas la nouvelle route qui mène chez Stornoway. Non, pas du tout. OK, par la route du Nord. On est à quoi? Une trentaine de kilomètres à l'est du village de Nemaska. Puis on est à peu près à 1 kilomètre de la route du Nord. Alors, toutes les infrastructures, tout le transport, tout est déjà en place. La roche de la garnotte roulante. J'ai passé sur cette route-là plus qu'une fois. Mesdames et messieurs, vous savez peut-être pas, mais le gravier sur la route du Nord, c'est des billes rondes. Puis ça revole 10 pieds dans les airs en arrière. Il faut que nos enfants soient protégés. Et puis, vous avez quelque chose de différent. Le gisement lui-même comme tel, comparativement aux autres gisements de lithium, est-ce que c'est pareil? Bien, c'est le même type de roche. Cependant, sa teneur est beaucoup plus grande. Je vais vous parliez de RBI tout à l'heure, ou l'ancien Canada Lithium, avec une teneur moyenne d'à peu près 1 % d'oxyde de lithium. Nous, on parle d'une teneur de 1,5 % d'oxyde de lithium. Alors donc, c'est déjà beaucoup plus riche. 50 % de plus. Oui, c'est ça. C'est aussi avec c'est une masse relativement continue, ce qui n'est pas le cas habituellement dans des mines de spodumène qu'on retrouve à travers le monde. De sorte que votre ratio de roche stérile que vous devez enlever pour aller chercher votre minerai est beaucoup plus petit. Je vais donner un exemple. Nous, on est à 2 pour 1. 2 tonnes de stérile pour une tonne de minerai. La compétition est facilement 5, 6, 7 tonnes de stérile pour une tonne de minerai. Ça vous fait beaucoup plus d'extraction pour aller chercher le même produit. C'est des mines en profondeur, en longueur? Nous, à l'heure actuelle, c'est défini latéralement sur 1,3 km de long. Et en profondeur, on l'a identifié jusqu'à 520 mètres. Mais l'étude de faisabilité qu'on a déposée au mois de juin, on regarde une opération de 27 ans qui a une profondeur d'environ 230 mètres. Alors donc, un potentiel de continuer en profondeur par la suite. Est-ce qu'on parle de ciel ouvert à ce moment-là? Oui, ciel ouvert pour les 20 premières années. Et parce que c'est un pendage à peu près de 80 degrés. Alors donc, ça aurait pris beaucoup de stériles enlevés, une immense fosse pour aller chercher les tonnes à 520 mètres. Alors, ce qu'on a fait, c'est une approche pour avoir la plus petite empreinte environnementale, le moins de stériles à enlever. Alors, on est allé chercher un ratio de 2 à 1 de stériles pour aller à peu près jusqu'à 170 mètres. La balance, on fait une opération souterraine à partir du fond de la fosse. Alors, c'est un plan de minage double. Fosse à ciel ouvert pour le début, 1,3 km de long, à peu près 300 mètres de large, 100 quelques mètres de profond. La balance se fait par une exploitation par rampe à partir du fond de la fosse. Ah bon. Maintenant, parlez-nous maintenant qu'on en sait plus à propos de votre gisement, vous avez un procédé différent des autres qui, normalement, vont extraire le minerai, vont le manipuler pour obtenir du carbonate de lithium. Oui. Puis quand on veut, après ça, avoir de l'hydroxyde de lithium, il faut encore faire un autre procédé qui augmente les coûts de 700 $ la tonne pour obtenir à peu près de l'hydroxyde de lithium. Vous auriez un procédé en voie d'être breveté qui vous permettrait de prendre la roche et de la transformer d'un seul coup en tout cas par un seul procédé en hydroxyde de lithium direct. Oui. Notre approche a été dictée par, je dirais, l'avance qu'avait Canada Lithium et
Galaxy Resources en Australie sur nous à l'époque, de s'en aller dans la méthode conventionnelle et de procéder avec du carbonate. Comme on était un peu derrière dans notre développement, moins avancé, et qu'on a pris un petit peu plus de temps pour faire une étude de marché, on s'est rendu compte que le composé de lithium qui allait devenir le plus en demande pour les batteries, pour les véhicules électriques, c'est l'hydroxyde. Et là, on a réalisé qu'il n'y avait pas de producteurs réellement, de nouveaux producteurs en ligne pour faire de l'hydroxyde. Quand on analyse un peu plus le marché et qu'on réalise que la majorité de la roche est transformée, bien, aujourd'hui la totalité, sauf RBI, lorsqu'ils commenceront vraiment à en transformer, là, est en Chine. Alors donc, on a dit qu'est-ce qu'on peut avoir pour se compétitionner avec la Chine et l'Australie qui nous donnera un avantage concurrentiel. Évidemment, l'électricité. Alors donc, on a dit, OK, est-ce qu'il y a un moyen de faire de l'hydroxyde sans être obligé de passer par l'étape du carbonate? Et c'est là qu'on est arrivé avec le procédé d'électrolyse. Alors donc, c'est un procédé d'électrolyse, comme depuis des décennies dans le domaine du chlore-alcali, comme dans le domaine de l'aluminium. Et on procède avec le sulfate de lithium et on le transforme directement en hydroxyde de très haute pureté. Ça, c'est l'autre avantage concurrentiel. Parce que ceux qui prennent la méthode conventionnelle font un carbonate qui est, par définition, impur. Ensuite, ils essaient de le purifier. Lorsqu'ils ont réussi à l'amener à un certain niveau, à un prix donné, qui rencontre la demande des clients, ensuite, il faut qu'ils le transforment en hydroxyde s'ils veulent faire de l'hydroxyde. Très dispendieux, une empreinte environnementale épouvantable, des sous-produits à aucune valeur ajoutée. Alors donc, Pourquoi vous dites parce qu'à cause du procédé? Oui, oui. Le procédé génère beaucoup de sous-produits, un sulfate de sodium qui n'a pas de valeur. Alors que dans notre cas, le sous-produit, c'est du silicate d'aluminium, qui est un sable, comme un sable de plage fin, qui peut servir pour la fabrication des ciments, qui peut servir à toutes sortes de valeurs ajoutées et en moins grande quantité que ça. Alors donc, un coût plus bas, mais surtout, une pureté plus grande. Vous avez signé une entente, une lettre d'intention avec Clariant Canada qui va acheter la production de votre usine pilote, qui n'est pas encore construite. Non. Et mais aussi, vous dites que Clariant a des résidus de sulfate de lithium, oui. de lithium oui. dans le moment. C'est quoi Clariant? Clariant Canada, c'est l'ancien Fostec Lithium. Fostec Lithium, ça existe dans la région de Candiac. Ça existe depuis le début des années 2000. Ça a développé un système de fabrication de matériel de cathode, lithium fer phosphate. Alors, ça sert dans les batteries au lithium-ion. Ils sont des fabricants de cathodes. La cathode est vendue ensuite à des assembleurs de batteries au lithium. C'est un des éléments. Alors, ils ont besoin de composés de lithium. Pour faire des cathodes lithium fer phosphate, vous devez absolument prendre de l'hydroxyde. Dans leur procédé, à un moment donné, la solution devient trop saturée. Ils ne sont pas capables d'aller chercher toutes les unités de lithium. C'est sous forme liquide, comme un sulfate de lithium. Alors donc, ils doivent s'en débarrasser. Nous, notre procédé, par électrolyse, traite le sulfate de lithium et l'amène en hydroxyde. Alors donc, un des aspects de cette lettre d'entente-là, c'est est-ce que vous êtes capable de régénérer économiquement et pratiquement nos rejets, puis nous le remettre dans notre ligne. Ils mettent ça où, eux autres? Ils sont à Candiac, mais... Ils le sèchent et ils l'envoient sur le marché chinois. C'est pas très payant. C'est certainement pas très, au niveau des gaz à effet de serre, c'est pas la meilleure disposition. Bien, alors, donc, loin pour le shipper, mais donc, ils n'ont pas d'inventaire, ils n'ont pas de stock dans le moment-là. C'est toujours envoyé là-bas. Ouais. C'est que vous pourriez les aider prendre. à optimiser leur procédé, parce qu'évidemment, si tu es capable de leur générer à moins cher que ça leur coûte pour le sécher puis de l'envoyer à l'autre bout de la planète, mais évidemment, ça fait une utilisation, une efficacité beaucoup plus grande de leur propre procédé. Puis une autre entrée d'argent pour vous autres. Et évidemment, une autre entrée d'argent pour nous. Oui, OK. Ce que j'ai ici, tantôt j'ai fait un petit calcul, parce que Chris m'a indiqué que le prix le coût moyen de l'hydroxyde de lithium, c'est 3 450. Est-ce que ça va être votre coût à vous? Notre coût à nous. C'est votre coût à vous. Ouais. 3 450 $ la tonne. Canadien. Canadien, OK. Le coût moyen du carbonate de lithium que les autres produisent,
c'est 4190. Oui, oui, c'est ça. OK. Donc, là, vous avez un hydroxyde qui vaut plus cher, qui est meilleur, puis qui est pur, qui vous coûterait 3450 la tonne, Oui. versus du carbonate qui vaut moins cher, qui est bien moins pur, qui est moins efficace pour les batteries, qui, eux, coûte 4190. Donc, c'est 700 piastres de plus. Oui. Mais leur carbonate à 4190, s'ils voudraient avoir de l'hydroxyde comme vous, il faudrait qu'ils rajoutent 700 piastres la tonne pour le reprocesser encore. Donc, ça leur coûterait, grosso modo, 5000 piastres. Oui. Donc, vous produisez à 1500 piastres moins. Autrement dit, vous possédez de l'hydroxyde à 1500 piastres la tonne meilleur marché que votre plus proche compétiteur. Absolument. Bon, c'est pour ça que je disais que ça sentait bon. Moi, là, non, ça sent, si tout est bien de même. Ce qui est important aussi peut-être de mentionner, puis qui explique peut-être aussi l'intérêt, là, on a déposé officiellement notre étude de faisabilité au mois de juin. Et depuis le mois de juin, l'intérêt, c'est de dire on peut poursuivre des discussions avec des partenaires stratégiques qui avaient déjà démontré de l'intérêt à développer notre produit et le projet avec nous, parce que c'est quand même un bon montant de capital à mettre ça en production. Et là, il nous disait, bien, écoutez, lorsque vous aurez le détail publiquement de votre étude de faisabilité, on poursuivra les discussions. Alors donc, évidemment, comme on l'a dit au mois de juillet, on poursuit des discussions avec certains partenaires importants. Et quand on regarde une annonce comme Tesla a fait au mois de février, de son intention de bâtir une usine, une méga usine de fabrication de batteries pour ces véhicules, la seule façon qu'ils ont trouvé, et très brillant, de baisser le coût des batteries pour la voiture électrique, juste l'usine qu'ils ont annoncée demande plus de composés de lithium que toutes les usines dans le monde à l'heure actuelle pour les batteries. Alors donc, quand vous lisez un Tesla qui dit « Nous, on veut... » Expliquez-moi ça encore. Pourquoi? Parce que dans les autres, ils n'en utilisent pas beaucoup d'hydroxyde? Non, c'est parce qu'on est en plein début d'une croissance incroyable de la demande pour les véhicules électriques. Et il y a une espèce de point d'inflexion qui dit le batterie pack va te coûter tant de dollars du kilowatt. Mettons 700 dollars. Là, ils ont réussi à le baisser à 400 dollars. Tout le monde s'entend que le batterie pack ramené dans le bout de 200 dollars du kilowatt, le véhicule électrique va devenir beaucoup plus abordable et c'est la façon de rentrer sur le marché. Alors, oui, c'est pas l'auto qui coûte cher, c'est le batterie pack. Alors, Tesla, lui, a fait un statement clair au mois de février. On a décidé qu'on allait baisser par 30 pour 2017 le prix du batterie pack pour être capable de rentrer un modèle 30-35 000 US. Donc, on va bâtir notre propre usine et on va se mettre en partenariat avec d'autres gens et ça va amener inévitablement la réduction. Mais quand on regarde la grosseur de cette usine-là, on parle de 500 000 véhicules par année. C'est à peu près 28 000 tonnes d'hydroxyde par année, ou de carbonate, mais c'est dans leur cas d'hydroxyde qu'ils ont besoin. 28 000 tonnes d'hydroxyde par année, c'est plus que toutes les autres usines, des Panasonic, des BYD, des peu importe, à travers le monde actuellement, qui doivent prendre à peu près 25 000 tonnes de composés de lithium d'hiver. Puis vous, votre production estimée, 28 000. C'est annuel? 28 000 tonnes. 28 000 c'est drôle. C'est ça, c'est coïncidence incroyable. Et on ne s'est pas parlé à ce moment-là. OK. Oui. Ben, Tesla fait bouger beaucoup de monde de ce temps-là. Oui. Toutes les sortes de batteries, toutes les compagnies de fabricants de batteries aux États-Unis bougent à chaque fois que Tesla tousse. Il ne faut pas oublier que Tesla, mettons, annonce qu'elle a signé, puis elle a annoncé la semaine passée qu'elle a signé son partenariat avec Panasonic. Là, les gens disent, Guy, il n'y a plus d'intérêt pour vous autres qui ont signé avec Panasonic. Nous, là, il faut que ce soit clair. On n'est pas un fabricant de batteries. On est un fabricant de composés de lithium qui est vendu au fabricant de cathodes, qui, lui, vend au fabricant de batteries. S'il s'intègre avec la cathode et la batterie, c'est bien beau, mais ça prend encore de composés de lithium. Alors que ce soit Panasonic, que ce soit, peu importe, qui fait le deal avec Tesla, il va avoir besoin de 28 000 tonnes d'hydroxyde par année à vie. Alors donc, c'est une manne incroyable pour les nouveaux projets. Mais en plus, Tesla dit publiquement, je veux faire mon approvisionnement principalement en Amérique du Nord. Alors quand on regarde la liste des projets qui existent en Amérique du Nord, ça pointe inévitablement vers nous.
Ben là, c'est la grosse question. On parlait tantôt de RBI qui, eux, sont concentrés vers le marché chinois. Et le carbonate. De carbonate et non pas d'hydroxyde. Vous êtes concentré sur les clients de votre partenaire chinois, que vous voulez, non? Non, pas nécessairement, parce que on veut développer et on va développer le marché nord-américain. Ce qui n'existait pas il y a 2 ou 3 ans est en train de complètement changer. La demande est beaucoup plus grande maintenant en Amérique du Nord. Il y a des gros joueurs qui sont venus s'installer, qui ont ramassé des 1, 2, 3 systèmes, d'autres qui ont eu de la difficulté, des fabricants de batteries aux États-Unis. Vous avez des BASF, vous avez des Johnson Controls qui sont venus acheter des unités. Et Tesla, évidemment, qui va prendre une partie importante. Ça passe tellement vite, M. Bourassa, on a presque fini. J'ai 2, 3 petites questions ici des auditeurs. L'usine pilote, ça va prendre un financement pour ça? Oui. C'est quand le financement, puis c'est quand vous pensez avoir mettre l'usine pilote en... On a bon espoir que le financement va être attaché au courant du septembre-octobre. Cette année? Oui, cette année. On a refusé certains financements qu'on trouvait trop dilutifs, qui nous avaient été offerts. On préfère attendre un peu plus. On est en attente d'une réponse positive sur une importante subvention non remboursable du fédéral là-dessus. C'est ça qui va être la clé de voûte pour lancer la construction. C'est un projet qui ne met pas de retard sur la mine et l'usine commerciale, parce que c'est pas une usine qui était faite dessinée dans le but de démontrer le procédé. C'était dans le but d'aller signer des lettres d'intention pour acheter du matériel de l'usine commerciale. Alors, les deux vont marcher en parallèle. La question qui tue de Vince ici, qui dit qu'est-ce qui explique la forte progression de votre type? Je pense que ça s'explique parce que vous nous avez dit, mais connaissez-vous des institutions qui dernièrement ont pris des positions dans votre compagnie? Bien, on a des nouveaux joueurs. Comme je vous disais, au début de juillet, on a confirmé qu'on avait déposé le 26 juin l'étude de faisabilité sur CEDAR, ce qui nous permettait de continuer avec plus de vigueur des discussions déjà entreprises au début de l'année. Il y a donc des gens, et là, Tesla a fait quand même plusieurs annonces depuis ce temps-là, et les gens ont commencé à réaliser qu'il y avait un impact direct sur la demande. Et quand tu lis des bouts de déclarations d'Elon Musk qui dit « je vais m'approvisionner en Amérique du Nord », là, les gens qui se mettent à regarder Crédit Suisse a sorti récemment une autre analyse. On va regarder, on va dire « wow, il n'y en a pas beaucoup de joueurs, puis d'un joueur, mais il y en a un excellent, c'est celui-là ». Bien, M. Bourassa, on vous invite à revenir aussitôt que vous aurez des développements. Ça va être bien le fun à suivre. Malheureusement, l'entrevue est déjà terminée. On vous remercie beaucoup d'être venu nous visiter. Ça m'a fait plaisir.